drop on the fire fell less on my road. Bonsoir Philippe Duc-Bécaud. Bonsoir Stéphane Calipel. Un petit mot d'introduction ? Oui, 2 mots peut-être. Bon, juste pour dire, hasard de calendrier, les plus anciens dans cette salle s'en souviendront peut-être. Ça fait 7 années, presque jour pour jour, que la fondation de l'Université d'Auvergne a été créée. Elle a été créée, je crois, un 5 ou un 7 avril, il y a 7 ans, très exactement 7 ans. Vous en souvenez peut-être, c'était une autre époque, une époque révolue, une époque où soufflait un vent de liberté et de responsabilité sur les universités. Une époque aussi où soufflait un vent de confiance. Alors même si les temps ont bien changé, les réalisations restent là, elles sont toujours présentes. Et c'est évidemment le cas de la fondation de l'Université d'Auvergne. Je veux rappeler très rapidement les objectifs qui nous avaient conduits à créer cette fondation. On avait 3 objectifs principaux. Le premier, c'était, il faut le dire, c'est pas vulgaire, lever des fonds pour réaliser des actions complémentaires de celles que l'université a l'habitude d'engager. La mobilité étudiante, etc., les prix de thèse. Deuxième objectif, c'était de nouer des partenariats étroits avec les entreprises avec lesquelles nous avions l'habitude de travailler et les collectivités territoriales. Je crois que pour ce 7e anniversaire, on a une très belle illustration du fait que cet objectif est atteint. C'est la première fois que nous sommes accueillis au sein d'une entreprise partenaire. Et je tiens à remercier ce soir plus particulièrement Henri Chibré, Frédéric Chibré et Jacques Fournet d'avoir saisi la balle au vol, lorsque nous leur avons proposé cette belle initiative. On avait un 3e objectif, c'était de développer le sentiment d'appartenance avec nos étudiants, ceux qui bénéficient aujourd'hui de la fondation de l'Université d'Auvergne et qui demain se souviendront en tant qu'ambassadeurs de l'Université d'Auvergne de ce que la fondation a fait pour eux. Le bilan est plus qu'honorable. Je ne vais pas citer trop de chiffres, mais il faut que vous sachiez que depuis 2009, la mise en place de ces actions, il y a à peu près 1000 personnes, étudiants, enseignants-chercheurs, doctorants, post-doctorants, qui ont bénéficié des soutiens apportés par la fondation de l'Université d'Auvergne. Voilà. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux grâce à qui tout ça a été possible. Merci Monsieur Chibré, premier président de la fondation de l'Université d'Auvergne, qui a su, sous son impulsion, dynamiser et booster ce formidable projet. Je sais tout ce que nous devons à votre action. Je veux remercier l'actuel président de la fondation de l'Université d'Auvergne, Jacques Fournet. Je veux le remercier pour son action, je veux le remercier pour son exigence, et je veux le remercier pour son engagement, non seulement auprès de l'Université d'Auvergne, mais aussi auprès de la fondation de l'Université d'Auvergne. Voilà, donc même si les temps changent, il y a des réalités qui restent et qui nous conduisent à rester optimistes pour l'avenir de l'enseignement supérieur en France. Et la fondation de l'Université d'Auvergne est une de ces formidables raisons de rester résolument, délibérément, définitivement optimiste. Voilà, merci. Oui, Stéphane Calipel me fait les gros yeux. 1 an à l'Université d'Auvergne en 60 secondes. C'est ça ? Merci Philippe Duc-Bécaud, président de l'Université d'Auvergne. Et merci donc à vous tous d'avoir répondu à l'invitation de la Fondation de l'Université d'Auvergne. Philippe le rappelait tout à l'heure, il y a 7 ans, eh bien, nous étions déjà ensemble. C'était le lancement de la Fondation, une première en France.
en présence de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, une fondation pour rapprocher l'université des entreprises, une fondation pour renforcer la visibilité et le rayonnement international de l'université, et enfin, tu l'as rappelé Philippe, une fondation pour développer le sentiment d'appartenance des diplômés. Moi aussi, quelques chiffres rapidement. En 7 ans presque jour pour jour, les entreprises et les collectivités ont apporté près de 5 millions d'euros, des fonds placés ou des dons qui permettent de financer des actions récurrentes ou des actions spécifiques. Et ce sont ces actions que nous allons vous présenter ce soir. Pour l'heure, la parole est à Jacques Fournet, directeur général des laboratoires Théa. Les laboratoires Théa qui sont membres fondateurs de la Fondation de l'Université d'Auvergne. Jacques Fournet, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes également président de la Fondation, Philippe l'a rappelé, depuis juillet 2012. Comment la Fondation a évolué au cours du temps? Je voudrais d'abord saluer les personnes qui sont dans cette salle. Et en y rentrant tout à l'heure, j'ai remarqué que le scénario était parfaitement huilé. Et on va essayer de tenir dans les délais, comme Philippe Dulbecco a tenu 5 minutes pour 1 an d'université. Donc l'évolution que vous évoquez, c'est plusieurs phases qui sont en réalité des étapes de développement depuis 7 ans et qui ont conduit la fondation de l'Université d'Auvergne à une certaine maturité. Alors Philippe Dulbecco, qui est infiniment plus intellectuel que moi, ne l'a pas dit, 7 ans c'est l'âge de raison, c'est fait. Et donc je distinguais 3 périodes. La première période, qui a été celle présidée par Henri Chibret, est une période qui elle-même a été précédée par un travail de fond de la part de Philippe Dulbecco. Il vous a dit tout à l'heure quelles étaient les options et les choix qui avaient été faits pour fédérer les énergies, pour rechercher des partenaires, pour s'assurer des engagements financiers. Car il est très facile de dire, écoutez, je vais mettre un peu d'argent, mais combien, quand? Et il a su, j'étais témoin, faire en sorte que ce qui a été promis a été versé. Et je remercie d'ailleurs ceux qui étaient là dès l'origine. Et cette première levée de fonds, vous avez dit 5 millions au total en 7 ans, mais cette première levée de fonds, c'était à peu près 1,5 million. La période Henri Chibret, c'est celle qui a permis de fixer les principes d'intervention de la Fondation de l'Université d'Auvergne, et c'est celle qui a permis de lancer les premières actions. Alors les premières actions, elles ont été inspirées, suggérées, soufflées par Philippe Dulbecco, et ce sont celles qui sont directement liées à la vie de l'université. C'est les bourses d'excellence, c'est le prix de la recherche, c'est les prix des thèses, on en reparlera tout à l'heure, c'est les primes pour l'accueil de nouveaux enseignants de bon niveau, et c'est aussi une action un peu spécifique, qui est une action qui s'appelait Action de développement solidaire. Et d'ailleurs, je voudrais de ce point de vue-là, et je vais m'autoriser quelques secondes de parole en plus, de dire que c'est probablement l'une des plus surprenantes. C'est l'action qui a été portée par le ministère de l'Immigration, la préfecture de région, les laboratoires Théa et les laboratoires Merck. C'est-à-dire que l'État qui a versé 70 ou 80 000 euros, était au cœur de cette action. Et on a eu les pires difficultés pour faire venir des médecins qui étaient pourtant très honorablement connus, tout simplement pour des questions de visa. C'est-à-dire que des actions que l'État promeut, soutient, finance, peuvent avoir ou rencontrer des obstacles à cause d'actions de l'État qui a une attitude parfois un petit peu surprenante. Alors tout ceci, on l'a fait en restant dans les purs budgétaires, parce qu'il y a eu 1,5 million d'euros, mais il y en a eu un petit peu plus. Et surtout, la philosophie, le principe des fondations, c'est-à-dire que le financement de l'action était principalement assuré par les intérêts des dotations initiales, eh bien, ça n'avait plus beaucoup de sens quand les taux d'intérêt baissent au niveau où ils ont baissé. Donc il a fallu qu'on réadapte le canevas budgétaire. Cette période, Henri Chibret, a été aussi la période où on a arrêté l'organisation administrative de la Fondation, et elle est stable, c'est celle que l'on connaît aujourd'hui. Et je voudrais, de ce point de vue-là, remercier
Benjamin Williams, qui est revenu de l'Est, là, pour nous faire l'honneur d'être parmi nous, Frédéric Buy et Christelle Moser, qui est quelque part, et qui a eu le temps, quand même, malgré les nombreux dossiers, de faire un bébé qu'elle nous montrera dans quelques mois. Voilà. La troisième phase, c'est la troisième phase, même si les frontières sont un petit peu floues avec la deuxième, c'est celle qui est liée à la mise en place des chaires, c'est-à-dire à quelque chose qui est fondamentalement la substance de l'université, mais des chaires que l'université n'était pas en mesure de mettre en place et qui correspondaient à des sujets un peu novateurs ou qui correspondaient à une recherche un peu qui allait au-delà de ce qu'on fait habituellement. C'est la chaire Altergouvernance, et les chiffres que je vais vous donner montrent que c'est des chaires qui sont quand même correctement dotées. Altergouvernance, 200 000 euros, valeur et responsabilité sociétale de l'entreprise, 320 000 euros. Et puis une chaire qu'on a mis en place l'année dernière, qui est sans doute peut-être la plus originale, c'est la chaire Confiance numérique, qui a mis un peu de temps pour être conçue, pour être installée, mais qui va mobiliser près de 750 000 euros sur 3 ou 4 ans. C'est aussi des projets de soutien à des labos, je ne les citerai pas tous, il y en a une dizaine à peu près. Et puis, il y a des actions un peu originales où la Fondation a servi à la fois de catalyseur et de réceptacle des fonds. C'est la chaire dont on parlera, pas la chaire, c'est l'action dont on parlera tout à l'heure, de simulateur de chirurgie oculaire. Un petit mot d'humour, on a mis en place aussi pendant cette troisième période les modalités de fonctionnement sur le plan administratif, l'équipe est en place, mais aussi financier. Et là, pour une fondation qui n'a pas la personnalité morale et dont la comptabilité est tenue avec diligence, je dois dire, par l'Université d'Auvergne, on a essayé de trouver les moyens de correctement, mais évidemment, vous vous doutez bien que les règles de fonctionnement de l'Université d'Auvergne nous ont garanti une souplesse et une réactivité très, très efficace, dont je me souviendrai pendant longtemps. Et pas de formalisme, bien sûr. Voilà, mais tous ces budgets ont été exécutés tous en équilibre, par prélèvement sur les fonds disponibles, mais dans une certaine limite, et que ce fonctionnement est pérenne à moyen terme, puisque à la date d'aujourd'hui, la Fondation de l'Université d'Auvergne dispose d'un fonds qui est disponible de l'ordre de 2,5 millions d'euros, un tout petit peu moins. Alors aujourd'hui, je vais terminer par là, la doctrine est assez claire. Premier principe, la Fondation n'est pas un guichet et ne se substitue pas à l'UDA pour les actions courantes. Deuxième principe, c'est que la Fondation de l'Université d'Auvergne, mais c'est peut-être orgueilleux, se veut rigoureuse dans le choix des projets qu'elle accueille ou ceux qu'elle accueillera, parce qu'il y en a tous les jours qui sont apportés à l'équipe. La FUDA, troisième chose, doit développer sa recherche de financement, et notamment auprès des anciens étudiants, parce que c'est bien d'avoir lancé le projet, de se dire au bout de 6-7 ans que, ma foi, c'est pas si mal que ça, mais il faut continuer. Et puis, enfin, la FUDA doit être en mesure de s'adapter au nouveau périmètre de l'enseignement supérieur à Clermont-Ferrand. Et là, il s'agira de la 4e étape. On en reparlera peut-être dans 2 ou 3 ans. Merci. Donc encourager le rayonnement de l'université et de son territoire à travers l'excellence des formations et l'excellence de la recherche, encourager le développement aussi de l'innovation et la création d'entreprises, et puis viser la mobilité internationale, la professionnalisation et l'insertion professionnelle des étudiants, c'est l'ambition aussi de la Fondation et c'est le sens des actions qu'elle finance. Merci Jacques Fournet. Surveillez bien le temps, on a déjà 10 minutes de retard. Je sais.
premier type d'action de la Fondation à l'honneur ce soir, celle en faveur de la mobilité internationale des étudiants et des chercheurs. Donc, s'agissant des étudiants, il s'agit de leur permettre d'effectuer une partie de leur cursus à l'étranger ou d'effectuer un stage à l'étranger. Et puis, s'agissant des chercheurs, eh bien, il s'agit de leur permettre de collaborer avec des laboratoires à l'international. Au total, 64 étudiants et 7 chercheurs ont bénéficié cette année de cette action. Et puis, depuis 2009, eh bien, 450 à peu près bénéficiaires, tout public confondu. Donc, Gérard Duhem, bonsoir. Donc vous êtes directeur des sites Michelin Clermont. Michelin qui est membre fondateur de la Fondation. Gérard Duhem, pourquoi Michelin s'est-il engagé dans la Fondation de l'Université d'Auvergne ? Alors d'abord, une petite précision. Vous avez raison de dire que Michelin est membre fondateur de la Fondation. Et Michelin a passé le relais récemment à la Fondation Michelin. Et aujourd'hui, c'est la Fondation Michelin qui contribue à poursuivre l'œuvre entreprise. Alors pourquoi Michelin s'est engagé ? Eh bien tout simplement parce que le groupe a la conviction que le développement d'un pôle universitaire d'excellence à Clermont-Ferrand est un gage de visibilité, de rayonnement, d'attractivité pour le territoire. Ce n'est pas le seul levier, mais c'est un levier majeur. Et le fait que la Fondation ait pris le relais du groupe ne change strictement rien à cette ambition, qui reste toujours la même. Et j'ajoute que ce partenariat s'inscrit complètement dans les axes de mécénat de la Fondation, puisque parmi ces axes-là, il y a le soutien à l'éducation et à l'enseignement supérieur. Donc on reste cohérent, même si la Fondation a pris le relais, les motifs restent les mêmes. Mais alors pourquoi avoir ciblé votre soutien en faveur justement maintenant de la mobilité internationale ? Déjà, vous avez utilisé un mot qu'on utilise assez souvent, c'est celui de la mobilité. Donc on y est assez sensible. Plus spécifiquement, Michelin est un groupe qui est présent dans 170 pays. Et nous sommes animés par la conviction que l'expérience à l'international permet de mieux appréhender les cultures, de mieux comprendre des marchés, de mieux confronter ses idées avec d'autres modes de pensée. Le fait de se frotter un petit peu à ce qui se fait à l'extérieur est donc pour nous un gage de progrès. Mais il ne faut pas y voir une vision un peu béate de la mondialisation. Je pense que c'est aussi l'occasion de mieux mettre en perspective ce qui se fait de bien et les points forts qui se font chez nous en général en France et plus spécifiquement ici dans notre région. Le fait de pouvoir confronter ses propres idées à ce qui se fait par ailleurs permet de s'apercevoir que, en définitive, nous avons aussi des points de force, des lignes de force sur lesquelles il faut aussi savoir s'appuyer. Merci. Un bénéficiaire à côté de vous, Ghislain Garret. Vous avez 36 ans, vous êtes enseignant à la faculté de pharmacie, vous êtes chercheur dans l'équipe d'accueil SIDAM, conception, ingénierie, développement de l'aliment et du médicament. Vous avez bénéficié cette année d'une bourse de 3 000 € qui vous a permis de partir travailler au Québec dans un laboratoire de l'université Laval. Est-ce qu'il vous serait possible de nous raconter un petit peu déjà les activités que vous avez, vous, à Clermont-Ferrand, dans votre laboratoire ? Oui, alors bien sûr, bonjour à tous. L'une des thématiques de recherche de notre laboratoire consiste à développer de nouvelles formes pharmaceutiques pour la voie orale. Alors une forme pharmaceutique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un véhicule qui va permettre d'administrer et d'apporter la substance active à son site d'action. Donc qu'est-ce qu'on cherche ? Un bon véhicule, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va avoir une protection de la substance active de l'environnement gastrique. Faut que le véhicule assure également la libération ciblée et contrôlée au niveau de l'intestin grêle. Et puis on recherche également une augmentation de l'absorption intestinale, de telle sorte à accroître l'effet thérapeutique tout en réduisant les effets secondaires néfastes. Alors, au sein de notre équipe, eh bien, on développe des véhicules microparticulaires d'une taille de l'ordre du millimètre et qui sont constitués de différents composés naturels et une substance active qui est l'insuline. Alors moi, je suis passé dans votre laboratoire, donc si j'ai bien compris, ce jour-là, pour reprendre la comparaison avec les véhicules, on aurait donc un passager à livrer, je ne sais pas moi, au 4e carrefour, et on va faire attention à ce qu'au premier carrefour, au 2e, au 3e, il n'y ait pas d'accident, quoi. Exactement. D'accord. Et après, qu'on ouvre bien la porte, que la personne descend correctement, et bien arriver à la destination finale. C'est l'idée. Exactement. Donc ça, c'est clair. Alors maintenant, pourquoi vous êtes parti au Canada ?
Alors il faut savoir que pour pouvoir caractériser notre vecteur, eh bien, la spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier constitue un bon outil. Et le laboratoire de l'Université Laval, où j'ai réalisé le stage, eh bien, sont reconnus internationalement et possèdent une forte expertise dans ce domaine. En plus de leur parfaite maîtrise de l'appareil, eh bien, ils développent également des vecteurs ou des véhicules qui sont constitués également de composés naturels proches des nôtres. Donc on a pu également bénéficier de leur savoir-faire sur ces composés naturels. Donc vous avez fait l'acquisition au laboratoire du matériel, oui, dans un premier temps, puis vous êtes allé vous former auprès d'une équipe canadienne, et donc vous êtes revenu, donc maintenant vous savez faire fonctionner l'appareil en question. Bien sûr. Les résultats que vous avez obtenus sont lesquels aujourd'hui ? Avec cet appareil, on a pu donc caractériser notre véhicule sur le plan de la physico-chimie. Et ce qu'on a étudié, c'est donc les interactions entre les différents constituants naturels entre eux, et puis entre les différents constituants naturels et notre substance active. Ce qui nous a permis d'obtenir un certain nombre d'informations sur l'efficacité thérapeutique de notre vecteur. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des perspectives, grâce à cet appareil, pour le laboratoire, puis peut-être même au-delà pour l'ensemble de la région ? Alors effectivement, je pense que les perspectives sont multiples. Tout d'abord, au niveau du laboratoire, ça nous a permis, on a acquis l'appareillage, donc une nouvelle technologie de pointe qu'on utilise aujourd'hui dans la recherche pour le développement de nouvelles formes pharmaceutiques, mais également au niveau de l'enseignement. Et tout ça pour compléter en fait les connaissances à la fois pratiques et théoriques des étudiants. Alors pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'aujourd'hui, de plus en plus de ces spectroscopes infrarouges étaient dans les industries et on les retrouvait souvent en contrôle qualité. Donc c'est important de former les étudiants à ces outils un petit peu pointus. Pardon. Non, j'allais demander si d'autres acteurs du site clermontois pouvaient t'amener à utiliser l'appareil en question ou... Alors effectivement, après, vis-à-vis des industries, le fait d'avoir acquis ce matériel nous permet d'accroître également notre visibilité et notre attractivité vis-à-vis des industries, effectivement du tissu économique régional, et on l'espère à plus long terme au niveau national. Merci. Merci à vous. Je vous remercie pour votre témoignage. Pour reprendre la comparaison avec les véhicules, il y a un sens giratoire en fait. Voilà. Donc la musique d'Amicalement Vôtre, pour nous rappeler que la Fondation, c'est aussi un espace de rencontre pour les acteurs socio-économiques qui leur permet d'envisager des collaborations sous un angle original et qui leur permet aussi de monter des projets en commun. Alors s'agissant des actions spécifiques, Jacques Fournet en a rappelé tout de même un certain nombre tout à l'heure. Certains effectivement choisissent de verser directement des dons à des laboratoires sur des projets spécifiques ou alors à des formations. D'autres soutiennent, on l'a rappelé également, des chaires de recherche. Il y en a 3 qui sont financées actuellement. Plusieurs collectivités territoriales accompagnent le développement de campus de l'université comme à Aurillac ou au Puy. D'autres partenaires, enfin, s'impliquent dans des projets innovants. On a parlé tout à l'heure du programme de développement solidaire, donc effectivement d'une action de formation à destination de médecins africains qui, pas toujours facile de faire venir sur place, et qui se sont engagés, à leur retour au pays, à s'engager, à consacrer une partie de leur temps à des actions humanitaires. Ça, c'est important, effectivement. Et puis, on a aussi une autre action dont on va parler ce soir, qui est l'acquisition d'un simulateur destiné aux futurs ophtalmologues. Futurs, peut-être pas uniquement, aux ophtalmologues tout court. C'est un appareil qui permet d'effectuer différents types de diagnostics, qui permet de simuler des interventions chirurgicales sur l'œil,
J'ai moi-même expérimenté une opération de la cataracte que j'ai ratée. Il permet aussi l'apprentissage donc, des gestes chirurgicaux, et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est très très difficile de travailler sur l'œil. Et il est installé au CENTI, le Centre d'endoscopie et des nouvelles techniques interventionnelles. Donc une action spécifique cofinancée donc, par les laboratoires Théa, représentés par son président, M. Jean-Frédéric Chibré, et la société Cantel Médicale, spécialisée dans la technologie laser, si je ne dis pas de bêtises, représentée par son directeur, Jean-Marc Gendre. Donc Jean-Frédéric Chibré, bonsoir. Pourquoi est-ce que les laboratoires Théa se sont engagés dans cette action ? Deux raisons. La première, on va dire que c'est une longue tradition. Théa a toujours soutenu le partage des connaissances et puis la formation des jeunes internes en ophtalmologie. Donc permettre au CHU et puis à Clermont de devenir un centre d'excellence de la formation en ophtalmo auprès des internes de la région, de France ou pourquoi pas d'Europe, s'inscrit complètement dans cette tradition. Et puis deuxième raison, Théa a créé il y a maintenant 3 ans une fondation d'entreprise dont l'un des axes de soutien est l'aide à la formation des ophtalmologistes d'Afrique. On a d'ailleurs déjà des actions avec le CHU là-dessus, et Jacques Fournet en a parlé. Donc faire bénéficier ces médecins, ces ophtalmo-africains d'un simulateur, c'est une très bonne nouvelle. J'ai envie de vous demander, vous, en quoi ce projet, en quoi cet appareil, ce simulateur, quelque chose d'innovant Alors, il y a beaucoup de points innovants dans ce simulateur. On a une présentation de 60 slides, mais comme on n'a qu'une minute, on va essayer de... Non, mais on a quelques images du simulateur. Donc, je vais dire 2 choses. La première, c'est la qualité même de la simulation. Je crois que vous avez essayé la chirurgie de la cataracte, mais ça reproduit exactement le geste, et à la fois dans le ressenti du médecin, à la fois dans la dynamique, dans la 3D. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et le deuxième point que j'aimerais remonter aussi, c'est que chacun des profils des utilisateurs va être enregistré dans la machine et il va pouvoir suivre son évolution au cours de sa formation. C'est-à-dire que chaque fois qu'il va utiliser le simulateur, on va pouvoir quelque part l'évaluer, enfin ils vont pouvoir l'évaluer, et que ce soit l'utilisateur lui-même ou son formateur, ils vont pouvoir voir sa progression et qualifier quelque part, comme dans un simulateur de vol, qualifier le moment où il pourrait... opérer des patients. Donc ça, c'est une nouveauté parce que c'est vraiment un des points innovants de cette machine-là, et je crois que c'est un atout pour ce simulateur. Merci. Monsieur Chiambaretta, donc vous m'avez fait part effectivement de l'émotion que vous avez eue la première fois que vous avez manipulé cet appareil. C'était quand même impressionnant, c'était il y a quelques années. Donc vous êtes responsable du service d'ophtalmologie au CHU, vous êtes aussi enseignant à la faculté de médecine. On a pris quelques images donc, du simulateur, et je vais vous demander, si vous l'acceptez, bien sûr, de les commenter. Avec plaisir. Donc là, je découvre ces images en même temps que vous. Donc vous voyez, ça c'est le simulateur avec un interne en cours de formation. Donc ça reproduit totalement l'environnement chirurgical avec le microscope, la table, le patient virtuel. Et ce que l'on peut voir à l'image ici, c'est des instruments qu'on rentre dans un œil virtuel. Et l'image au fond qu'on devine, c'est ce que voit l'interne qui apprend avec une réalité virtuelle en 3 dimensions. Il y a des résistances de force que ressent au doigt le chirurgien, totalement proportionnel à ce que l'on a dans la vraie vie. Donc on est totalement dans une réalité virtuelle qui va donner toutes les sensations, les difficultés d'une chirurgie classique. Et donc au fil du temps, le gros avantage de ce simulateur, c'est comme on peut le voir ici, c'est apprendre l'espace oculaire. L'interne en formation découvre la 3 dimensions dans un œil. Et donc il prend une habitude pour se déplacer dans son œil, il découvre l'espace. Et une fois qu'il est qualifié dans le déplacement au sein de l'œil, les différentes étapes des différentes chirurgies, que ce soit ici une cataracte avec ici un exercice très particulier qui est l'ouverture du sac capsulaire quand la capsule est toute blanche, toutes ces étapes vont pouvoir être découvertes, apprises, maîtrisées, analysées dans la qualité de leur réalisation. Et comme le disait Jean-Marc Gendre, on a un relevé entraînement par entraînement des progressions de l'interne et de tous des différents temps. Donc c'est vraiment un outil pédagogique de progression dans l'apprentissage du geste chirurgical qui est tout à fait unique. Puis ça va très vite, on peut avoir deux internes qui succèdent à 3 minutes d'intervalle, on change l'opération. Voilà, les modalités
de programmation en fonction des exercices d'abord fragmentés de quelques minutes, ce qui font que sur toute une après-midi, plusieurs internes peuvent se succéder avec un senior pour les encadrer et réaliser plusieurs gestes, différentes étapes, en appréhender la difficulté. Et effectivement, ça nous permet sur une ou deux après-midi de faire rapidement progresser plusieurs internes. Puis alors quand on essaie, quand on se trompe, par exemple, tout de suite on voit les conséquences du mauvais geste. Hein. Ça, totalement, c'est d'un réalisme absolu dans les bons gestes comme dans ce qu'il ne faut pas faire. On a le contact sur la cornée, on peut faire saigner l'iris. C'est un patient virtuel totalement vrai. Donc il vaut mieux abîmer un petit peu le patient virtuel avant de passer à des... C'est toute la philosophie de l'apprentissage de la chirurgie et ces simulateurs, voilà. Comme on apprend à voler sur un Boeing, on veut être sûr que le pilote soit qualifié. C'est exactement la même approche. On va pouvoir qualifier des chirurgiens, être sûr de la qualité de leurs gestes avant de pouvoir opérer leur premier patient. Voilà, je vais revenir un peu sur une question récurrente en termes d'attractivité pour le territoire. Un appareil de ce genre. Bon, je sais qu'il y en a un autre, je crois que c'est à Lille ou non, au 15-20. C'est ça, voilà, en termes d'attractivité, je crois que voilà, ça fait 5 ans qu'on est sur cette idée, ce projet, tous les trois, et avec les partenaires, l'université et le CHU. Pour voilà, des raisons techniques, on aurait dû être le premier simulateur installé en France. On est le premier simulateur en province, ex aequo avec les 15-20, donc je pense que l'Auvergne est tout à fait honorable dans cette rapidité d'équipement. Merci Monsieur Cambaretta, merci Monsieur Chibré, merci Monsieur Gendre. L'excellence de la recherche. Donc c'est un enjeu fondamental pour la reconnaissance et le rayonnement international de l'université. Donc une recherche qui, au niveau justement international, s'apprécie en fonction de la qualité des publications et du prestige des revues dans lesquelles ces articles sont publiés. La Fondation remet un prix pour récompenser les chercheurs qui ont obtenu cette reconnaissance, un prix qui sera remis par Martine Tissier, directeur affaires publiques du groupe Sanofi, le groupe Sanofi qui lui aussi est membre fondateur de la fondation de l'Université d'Auvergne. Martine Tissier, bonsoir. Bonsoir. Vous avez remarqué la musique de James Bond? Oui, j'ai ce soir, j'ai tout remarqué. La James Bond girl de la soirée. En quoi le groupe Sanofi se sent-il justement concerné par les enjeux de la recherche universitaire? Alors, Sanofi se sent tout à fait concerné déjà par les enjeux de la recherche. Bon, il faut savoir que Sanofi, c'est 7200 chercheurs rien qu'en France, 40% des effectifs. C'est 1,9 milliard d'euros consacrés à la recherche en France, 40% du budget, là aussi. Et c'est la construction de hubs pour être au plus près justement des académiques, pour, je dirais, mener une recherche translationnelle et une recherche ouverte, justement, pour être au plus près de la préoccupation des patients. Très bien. Je vais solliciter votre aide puisqu'il va falloir remettre un prix. Donc le prix de l'excellence de la recherche. Et donc le lauréat du prix est monsieur Simone Bertoli. Bonjour. Simone Bertoli, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Donc on va le remarquer à l'accent, vous êtes né à Florence, vous avez fait vos études en Italie, et puis vous avez rejoint en 2011 l'Université d'Auvergne. C'est une bonne idée ça. Vous êtes enseignant à l'école d'économie, vous êtes chercheur aussi au CERDI, le Centre d'études et de recherche en développement international. Vos travaux portent sur la migration. Donc on essaiera de faire le lien après peut-être avec Sanofi. La migration du travail. Analyse des déterminants de cette migration et puis aussi essayer de mesurer quelles conséquences la migration a sur le pays d'origine. Alors, votre laboratoire a bénéficié d'une bourse de 3 000 € du fait de la qualité de votre travail, suite à la publication dans le Journal of Development Economic d'un article intitulé, excusez-moi pour l'accent, Crossing the Border, Self-Selection, Earnings and Individual Migration Decisions.
c'est ça. Donc le CERDI, c'est l'un des plus importants centres d'économie et de développement en France, si ce n'est le plus gros. D'accord. Il a été labellisé laboratoire d'excellence, donc LABEX, par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Est-ce que vous pouvez nous décrire très rapidement, le temps presse, les activités du CERDI? Ok. Donc, le CERDI a été créé en 1976. C'est une unité mixte de recherche du CNRS et de l'Université de Verne qui compte 28 enseignants-chercheurs permanents et environ 160 ans des doctorants et postdoctorants, en grande partie étrangers. Donc, les chercheurs du CERDI travaillent sur des différents temps liés au développement international, comme la gestion de la politique budgétaire ou monétaire, l'économie agricole, le développement durable, ou encore l'économie de la santé. D'accord. Et vous, votre travail porte, je l'ai dit, mais moi, vous pouvez nous le rappeler? Mes activités de recherche portent sur l'immigration internationale, qui sont en quelque sorte les produits des profonds déséquilibres économiques et démographiques entre pays, et qui peuvent à leur tour influencer les perspectives de développement économique des pays d'origine des migrants. Plus précisément, mes recherches portent sur l'analyse des déterminants des flux migratoires internationaux à travers l'estimation des équations de gravité inspirées de la loi physique qui décrit l'attraction entre les corps. Et, donc là, c'est l'attraction pour une économie, c'est-à-dire l'envie d'aller quelque part, c'est ça? Tout à fait, comme la gravité entre des corps qui sont dotés de masses. Et deuxièmement, mes activités portent sur l'analyse des différentes retombées économiques et sociales des migrations internationales sur les pays d'origine des migrants. L'article qui a été publié sur le JD et qui a reçu les prix de la... Donc JD, c'est Journal of Development Economics, ça, meilleur accent, analyse la vague récente d'immigration issue de l'Équateur, un pays latino-américain qui a connu à la fin des années 90 une profonde crise économique et financière. Nous avons utilisé des données individuelles issues d'enquêtes menées auprès des ménages en Équateur, en Espagne et aux États-Unis, les deux principaux pays d'accueil des migrants équatoriens, pour étudier en quelle mesure les revenus ou les salaires que chaque individu espère toucher dans les différents pays jouent sur la décision d'émigrer et sur les choix du pays d'accueil. L'analyse économétrique a montré qu'une variation du revenu espéré dans les différents pays d'accueil joue surtout sur le choix de la destination plutôt que sur la décision d'émigrer. Ce travail a ouvert la voie à des autres travaux de recherche que j'ai menés, car il a montré l'importance de dériver l'équation de gravité qui est estimée à partir des fondamentaux théoriques plus généraux, moins restrictifs. Alors, je vais faire le malin parce que je suis aussi économiste et aussi au CERDI. Donc, dans la gravité, il y a aussi la distance kilométrique. Ça ne joue pas, ça, par exemple, quand on est à l'Équateur, pour aller aux États-Unis ou en Europe, de voir quel est le trajet qui coûte le moins cher? Moi, je suis venu à Clermont-Ferrand parce que c'est pas trop loin de Florence. Non, parce que c'est la plus belle ville du monde. Tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est vrai que la distance joue énormément aussi parce que la distance, c'est pas seulement la distance kilométrique, mais c'est fort corrélé avec, par exemple, la distance culturelle, linguistique, donc tous des facteurs qui jouent sur les coûts qu'un individu doit payer pour se déplacer dans l'espace. Donc on aura une décision, par exemple, en deux temps. Je décide de migrer et après, où je vais. C'est ça? D'accord. Tout à fait. Et après, les conséquences, donc c'était le deuxième volet de votre travail, les conséquences sur le pays d'origine. Bon, les conséquences, on peut dire que certainement l'immigration internationale contribue à réduire l'incidence de la pauvreté monétaire dans les pays d'origine des migrants, notamment grâce au transfert des migrants, dont les volumes dépassent largement les montants total des aides publiques au développement et pour certaines régions du monde, même les montants des IDE, des investissements directs étrangers entrants. Cependant, la capacité de l'immigration internationale de contribuer au développement sous la longue période demeure plus incertaine, car elle n'est pas indépendante des facteurs qui ont poussé les individus à quitter leur pays d'origine. Quel impact ce type de travaux, ce que vous effectuez, peut avoir sur la mise en œuvre de politiques économiques, par exemple dans les pays soit concernés par les départs, soit concernés par les arrivées? Alors, prenons en considération les perspectives des principaux pays d'accueil, comme la France. Ouais. C'est important de noter que même si l'existence d'importants différentiels dans les revenus par tête entre pays représente un important incitation à migrer, les décisions d'immigrer restent très sensibles aux facteurs conjoncturels.
Je vous donne un exemple. L'Espagne avait connu une vague d'immigration sans précédent, avec la partie de la population étrangère qui avait progressé de 4 à 14% sur une période de 10 ans, entre 1997 et 2007. Eh bien, ce pays a connu une immigration négative, une immigration nette négative depuis 2011. Au même temps, l'Allemagne, qui était beaucoup moins touchée par les effets de la crise économique récente, est devenue le principal pays d'accueil en Europe. Donc c'est important de noter que la forte réactivité des flux migratoires par rapport à la conjoncture économique et aux anticipations des agents par rapport aux futures conditions économiques peuvent aider des pays qui sont membres d'une union monétaire à mieux absorber des effets liés, des chocs économiques asymétriques. Merci. Donc juste un petit mot quand même, effectivement, Sanofi, donc le lien avec la migration, effectivement, Sanofi est concerné par la migration, mais cette fois-ci plutôt des maladies, non ? Oui, Sanofi peut être concerné effectivement par la migration. Bon, c'est pourquoi nous avons mis en place un centre pour créer le vaccin contre la dengue, par exemple, qui est effectivement en recrudescence de fait, justement, les migrations des populations. Donc on voit là qu'il peut y avoir effectivement tout à fait une conséquence directe. Parce que les maladies voyagent exactement, comme les gens, et donc avec le progrès, la distance devient de moins en moins un élément important dans le modèle de gravité. Tout à fait. Je suis d'accord. Merci. Alors n'oubliez pas de donner le diplôme, pas le diplôme, le prix, pardon, le prix de la recherche à Monsieur Bertoli. Merci. Quelques mots sur la thèse. La thèse, c'est la première étape, c'est le premier pas dans une carrière de chercheur. L'occasion parfois d'une ou plusieurs publications, des thèses parfois remarquées. C'est le cas de celle dont nous allons parler tout de suite avec Pierrette Dafix-Ray. Pierrette Dafix-Ray. Bonsoir. Pas grave. Bonsoir. Donc vous êtes vice-présidente du Conseil général du Puy-de-Dôme. Le Conseil général du Puy-de-Dôme, qui lui aussi est membre fondateur de la Fondation de l'Université d'Auvergne. Selon vous, quel rôle la recherche universitaire peut-elle jouer sur l'attractivité du territoire ? Je pense que pour nous, il est bien évident que pour notre collectivité, qui est maintenant le Conseil départemental, après avoir été le Conseil général, l'enseignement supérieur et la recherche sont des enjeux clés pour l'attractivité de nos territoires. Bien que la politique de l'enseignement supérieur et de la recherche soit une compétence étatique, le département, en tant que garant des solidarités sociales et territoriales, est aussi, je dirais, fondé à intervenir. Pas dans les mêmes proportions, on n'a pas les mêmes moyens. Et en soutenant la qualité de l'enseignement et des structures, nous gardons aussi un niveau d'attractivité du territoire pour les étudiants, pour les enseignants, pour les chercheurs et aussi au final pour les entreprises. Pour terminer, puisque je dois être très très brève, j'ai cru comprendre, il faut même rattraper du temps. Pour terminer, nous pouvons dire que le capital intellectuel est aussi une image pour notre territoire. Et à titre d'illustration, j'évoquerai la synergie qui a été mise en place avec l'enseignement supérieur, plusieurs composantes, et notamment avec le laboratoire Magma et Volcan, pour le soutien et la constitution de la candidature à l'UNESCO de notre chaîne des puits Faille de Limagne, auquel nous croyons beaucoup et qui est un projet, je crois, de notre institution, mais aussi de tous les puy-daumois et puy-daumoises de ce département. Donc la recherche joue aussi un rôle important pour nos collectivités et je pense qu'il faut s'associer très fort sur de nombreux projets. Merci.
Je vais solliciter votre aide aussi, puisque nous avons un prix à remettre, le prix de la thèse. Et le lauréat du prix est monsieur Valentin Flaudias. Remettre le prix, ouais. Alors c'est avec grand plaisir, avec toutes mes félicitations, que je vous remets ce prix. Vous avez l'air très motivé dans vos recherches. Nous en avons parlé il y a quelques instants et je me permets de vous faire la bise. Bien sûr, merci beaucoup. Merci. Bonsoir Valentin Flaudias. Bonsoir. Vous avez obtenu un doctorat en sciences de la vie et de la santé à la faculté de médecine de l'Université d'Auvergne pour une thèse qui s'intitule, accrochez-vous, « Présentation bicolore dans une tâche Stroop, aspect sémantique et attentionnel ». Alors la première question que je vais vous poser, je n'y résiste pas, c'est quoi exactement une tâche Stroop ? Alors, une tâche Stroop, en fait, c'est un test psychologique qui est très très utilisé, puisqu'il y a environ 500 articles par an qui sortent, qui utilisent cette tâche. Et le plus simple, plutôt que de vous la décrire, c'est de vous la présenter. Et pour ça, je compte sur vous tous qui êtes là pour participer activement, pour voir un peu comment fonctionne cette tâche Stroop. Donc, j'insiste sur le activement, parce qu'en fait, si vous ne jouez pas le jeu, je vais me retrouver tout seul à parler, et c'est très compliqué d'être sur scène quand personne joue le jeu. Alors, est-ce qu'on peut avoir maintenant la règle du jeu, quand même ? Bien sûr. Donc, vous allez voir à l'écran des mots qui vont s'afficher. Donc, votre tâche, c'est de ne pas lire le mot. Ne lisez pas le mot et concentrez-vous uniquement sur la couleur du mot. Et il va falloir prononcer le plus rapidement de quelle couleur est écrit le mot. Vous êtes prêts ? C'est parti. Le mot. Voilà, merci. Vous avez pu constater que certains avaient fait quelques erreurs. Donc, c'est exactement la tâche Stroop. En fait, la tâche Stroop, vous avez deux concepts qui se sont activés en mémoire, c'est-à-dire le sens du mot, rouge, et la couleur à donner, qui était jaune. Et donc, vous avez utilisé votre attention pour pouvoir répondre à cette tâche. Bon, alors, comment on fait une thèse avec tout ça, monsieur Valentin Flaudias ? Eh ben, on s'ennuie pas, on met des gens devant un ordinateur et puis on leur fait faire la tâche Stroop de différentes manières pour voir un peu comment tout cela fonctionne et comment tout ça s'articule, comment les informations sont utilisées au niveau du fonctionnement cognitif. Alors les résultats, les principaux résultats que vous avez eus sur ce travail ? Alors il y a eu deux principaux résultats. Donc le premier, c'est lié à la lecture. Vous avez pu vous rendre compte qu'il était absolument impossible de s'empêcher de lire le mot. Et ça, c'est très important dans les modèles de la lecture. C'est quelque chose qui est irrépressible. La deuxième chose qu'on a observée, c'est qu'on a travaillé également chez des patients alcoolodépendants, chez qui on a montré des mots qui étaient liés à leur dépendance, par exemple whisky ou alcool, et ils avaient du mal à se concentrer sur la couleur, plus que quelqu'un qui n'est pas dépendant. Donc ça montrait vraiment un défaut d'attention, et donc on a pu montrer que lorsqu'on faisait une prise en charge hospitalière, ce défaut-là était diminué. Alors, il y a, je suppose, d'autres applications à ce travail, puisqu'on en a déjà discuté. Donc actuellement, on essaye notamment, pour ce qui est de l'aspect de la lecture, l'application sera plus pour les personnes qui travaillent avec des personnes dyslexiques, par exemple, pour comprendre un peu mieux les mécanismes. Et dans le concret, au sein du service de psychiatrie dans lequel je suis, en fait, on va travailler sur de la remédiation cognitive, c'est-à-dire de l'entraînement sur des tablettes tactiles pour les patients, ou de la prévention au niveau des addictions sur les smartphones. Et j'en profite, pendant que j'ai le micro et que je sais que mon temps va bientôt s'arrêter, pour remercier très chaleureusement le professeur Pierre-Michel Lorca, sans qui tout ce travail n'aurait pas été possible. Merci. Bon, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Pierrette, Valentin.
clore cette première partie de la soirée, la seconde étant un cocktail, hein, je rassure tout le monde. Eh bien, honneur aux étudiants hein, qui sont sortis majors de leur promotion et qui seront demain les ambassadeurs de l'excellence de l'Université d'Auvergne. Il y a eu 16 bénéficiaires de ce prix en 2014. Certains d'entre eux sont présents parmi nous. Et pour leur remettre leur prix, eh bien, j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Philippe Pateau. Monsieur Philippe Pateau, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes membre du comité de direction de Barthélemy Avocat. Barthélemy Avocat qui est un membre qualifié de la Fondation de l'Université d'Auvergne. Alors pourquoi Barthélemy Avocat a rejoint la Fondation ? Pour deux raisons très faciles à expliquer et qui sont à la fois historiques et universitaires. Historique d'abord parce que le cabinet d'avocats Barthélemy est né en 1965 à Clermont-Ferrand. Nous fêtons ses 50 ans cette année. Et comme d'autres entreprises bien avant elle et bien plus illustres, a essaimé en France, puisque maintenant nous sommes présents dans 16 grandes capitales régionales et comptons un peu plus de 250 personnes. Mais tout est né à Clermont-Ferrand et la plupart d'ailleurs des patrons de bureaux sont passés à Clermont. On croit que les forces telluriques clermontoises, moi-même d'ailleurs, suis passé par Clermont, que les forces telluriques clermontoises permettent à Clermont-Ferrand de créer des activités qui taillent s'aimer, alors non pas pour nous dans 170 pays, mais dans 16 capitales régionales, très modestement. La deuxième raison, c'est les liens dès l'origine du cabinet avec l'université. À une époque où il n'était pas si évident pour des professionnels du droit d'enseigner à l'université, sans avoir de titres universitaires, à tel point qu'aujourd'hui, c'est un peu l'inverse que nous constatons, puisque bon nombre de mes associés sont professeurs agrégés des universités, avocats, praticiens, et donc c'est ce mélange, cette contribution de part et d'autre à la doctrine qui a fait que le cabinet, dès le départ, a choisi, en fait, non seulement l'Auvergne, mais aussi l'université comme un partenaire durable. Vous savez que les belles performances sont celles qui durent, donc on a choisi voilà, la pérennité, la durabilité. Donc un lien, effectivement, entre d'un côté l'insertion, la professionnalisation des étudiants et de l'autre côté un cabinet d'avocats bien implanté dans 16 villes, c'est ça, françaises ? 16 villes françaises et 100% de mes associés, dont moi, sommes enseignants à l'université à un titre ou à un autre. Et vous enseignez à l'Université d'Auvergne, c'est ça ? Alors, quelques jours en master et à Paris essentiellement. D'accord. Encourager donc, ça va être facile pour vous hein, de me répondre à cette question, encourager l'excellence à travers une récompense au major, ça vous semble une bonne idée, c'est important ? Alors le mot excellence pour le cabinet Barthélemy, c'est un mot qui résonne puisque, comme toute belle entreprise, nous avons un ADN que nous essayons de faire partager à nos collaborateurs et nous avons deux mots que nous demandons d'apprendre par cœur à nos collaborateurs et à nos associés de respecter, puisqu'il faut non seulement avoir des valeurs, mais les faire respecter, être intransigeant, c'est la concorde, problème de gouvernance que je vous épargne, et l'excellence. L'excellence, c'est-à-dire non pas d'être le meilleur, mais tendre à être les meilleurs en performance, en permanence, c'est-à-dire contribuer à la recherche, enseigner, rechercher, influencer parfois le législateur, contribuer aux débats nationaux, et vous savez qu'en matière de relations sociales et de droit social, ils sont très abondants, et nous contribuons par cette forme-là, à travers bien sûr des étudiants que nous recrutons à la sortie de l'université, à travers nos séances de formation en interne. Les 3 premières années d'un avocat Barthélemy, c'est quasiment 1 mois et demi de formation en interne par an. D'accord. Voilà. Donc l'excellence pour nous, bien évidemment, ça résonne, parce que cette excellence, non seulement il faut l'avoir au début, mais il faut la conserver, et puis évidemment la démontrer tous les jours. Donc c'est un mot qui résonne assez facilement chez nous. Bien, vous êtes certainement la personne qui va être le plus sollicitée ce soir, puisque je suis entraîné. Vous êtes entraîné toute la semaine. Oui. Puisque vous allez remettre le prix au major et qu'ils sont 7 ce soir, être présents parmi nous. Donc vous allez avoir 7 prix à remettre. Merci. En musique. J'appelle Hugo Méral, qui est le major de la première année de licence en droit. Bravo. Félicitations. Alors on n'entend pas ce qu'ils se disent, hein. C'était une promesse d'embauche, peut-être. Ouais. Un stage ? Non, pas un stage, mais une connaissance commune à l'Université d'Auvergne. Merci. J'appelle Nicolas Lassalle, qui est major du master carrière internationale. J'appelle François Dufix, qui est major de la première année de licence d'économie.
Alors là, elle m'a fait répéter son nom tout à l'heure, j'ai déjà oublié ce qu'elle m'a dit. J'appelle Martin Tesfaye Wald de Michael, qui est major du Master Économie du Développement. Petite photo. J'ai l'impression qu'on rattrape du temps là, hein, depuis quelques minutes. C'est le rythme qui fait que les gens ont envie d'entraîner un marathon d'aller rapidement. Voilà. Donc maintenant, j'appelle Pierre Jarsaillon, qui est le major de la première année de DUT informatique. Ils sont rapides en DUT informatique. Hein. Photo flash. Elle aussi, elle va être très rapide puisqu'elle s'appelle Mégane. Mégane Le Grive, major de la première année de licence gestion. Et on en a un dernier qui est Emmanuel Théron, major du master génétique, physiologie, recherche. Bravo. Merci, monsieur Pateau. Bravo. Philippe Dulbecco, Jacques Fournet, je vais vous demander de nous donner quelques petits mots en conclusion sur ce que vous voulez. Sujet libre. C'était une belle soirée, une très belle soirée. Je disais tout à l'heure que les réalisations restent et que ça nous rend optimistes. Âge de maturité. En tout cas, on voit que le potentiel de cette fondation est très fort. Moi, je voudrais à nouveau remercier l'entreprise Chibré pour son accueil. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à cette belle soirée. Personnellement, moi, j'ai passé une excellente soirée et j'espère que tous ceux qui étaient présents dans la salle ont pu partager cette belle soirée avec nous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, sur la forme, bien, une mise en scène parfaitement réussie, un rythme allègre, sans longueur, et puis un décor qui est tout à fait remarquable. Et de ce point de vue-là, je voudrais remercier l'Université d'Auvergne, parce que nous, dans l'industrie pharmaceutique, il faudrait qu'on augmente sérieusement le prix des médicaments pour pouvoir s'offrir ce genre de choses. Et pour le fonds, c'est-à-dire pour la fondation de l'Université d'Auvergne, dans les années qui viennent, on va essayer de continuer ce qui était un peu un pari au départ. Et c'était le pari de Philippe Dulbecco, il faut le dire. Il voulait être le premier sur l'immobilier, il voulait être le premier sur l'autonomie, il voulait être le premier sur la fondation. Il a réussi à chaque fois. Les résultats aujourd'hui, ils sont là, c'est-à-dire que l'Université d'Auvergne se porte bien dans un contexte, il l'a dit tout à l'heure, et je m'associe à ces paroles, qui est assez difficile et en tout cas qui manque peut-être d'orientation, de rigueur, de vista. Et puis, dans tous les domaines, l'immobilier, on fait aussi les choses de manière à ce que Clermont reste demain un pôle universitaire qui soit incontestable, au service de la ville, au service de l'attractivité du territoire et surtout au service des étudiants. Merci. Donc l'idée serait effectivement de faire une photo avec toutes les personnes qui ont participé. Ça manque pas de lumière. Ça ira ? Et les étudiants, bien sûr. Hein ? Allez, l'animateur va venir. Attendez.
Et donc Stéphane me dit de rappeler que tout le monde est invité, évidemment. Ah, mais je vais le faire. Ah, tu le fais. Donc bien sûr, il me reste aussi à remercier tout le monde pour leur attention. Remercier aussi les laboratoires Théa pour leur accueil. Ça a vraiment été extrêmement agréable de s'installer ici. Je pense même qu'on va y rester. Hein. Et je vous propose maintenant de nous retrouver effectivement dans le hall pour un cocktail, une soirée qui va se poursuivre en musique avec le groupe Comme John qui est juste derrière moi. Petit générique. Hein. No more tears, my heart is dry. I don't think and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't think and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. No more tears, my heart is dry. I don't think and I don't cry. I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't think and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. One day, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. One day, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. One day, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.